En réalité, ce sont les musulmans ou une partie des musulmans fondamentalistes, rigoristes, pour certains wahhabistes, pour d'autres salafistes, etc., qui veulent ramener les femmes au foyer. Mais les textes ne disent pas ça. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Il n'y a pas de différence ou d'inégalité de droit inscrite dans le Coran entre mes femmes? Non. Dans mon Coran à moi, dans le Coran que j'aime, et je le connais bien, je l'ai traduit. Il n'y a pas de différence ou d'inégalité de droit inscrite dans le Coran entre mes femmes? Non. Dans mon Coran à moi, dans le Coran que j'aime, et je le connais bien, je l'ai traduit. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est puissant et sage. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. He brought, we was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I'm pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help me help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and what they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. We're going to give you some money, but you can't have a man in the house. Right. And so that was further to degrade the family. Yeah. Totally destroyed. And now illegitimacy is over 50% in the general population. Comment pouvez-vous vous exhiber? Avez-vous oublié? La sourate 33 verset 33. Comment pouvez-vous vous exhiber? Avez-vous oublié? La sourate 33 verset 33. Continuez à vous amuser. La vie est si courte.
comment voulez-vous que Dieu vous fasse rentrer au paradis avec le comportement que vous avez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes sont la population la moins représentée au paradis. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, les meilleures de vos femmes sont celles qui sont aimantes, fécondes et obéissantes si elles pratiquent la taqwa d'Allah. Et les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarija, les orgueilleuses. Ce sont elles les hypocrites. Le nombre d'entre elles qui rentreront dans le paradis n'est que comme celui des corbeaux au bec et aux pieds rouges. En trottinette, en skateboard ou sur un terrain de basket, ces femmes en niqab chantent pour dénoncer la domination des hommes en Arabie Saoudite. La chanson, intitulée Awajes, Obsession en arabe, est signée par l'artiste saoudien Majid Al-Aïssa. Diffusé en décembre dernier, le clip a fait un carton avec plus de 4 millions de vues sur YouTube en quelques semaines. En Arabie Saoudite, les femmes sont considérées comme des mineurs et leurs droits sont donc restreints. Par exemple, elles n'ont pas le droit de conduire une voiture, alors l'auteur se moque de cet interdit qu'il juge absurde. Les femmes, toujours en niqab, partent ensuite jouer au bowling. La chanson a dérangé les conservateurs en Arabie Saoudite car elle est jugée trop occidentale. D'autant plus que Majid Al-Aïssa, l'auteur de ce clip, est loin d'être un inconnu. Il avait déjà fait polémique en avril dernier avec son clip Berbes, une chorégraphie jugée provocante en Arabie Saoudite mais qui est devenue très populaire dans le monde arabe. Sa popularité, Majid Al-Aïssa l'a mise au service des femmes. Et il n'est pas le seul. Fin décembre, un collectif saoudien a par exemple publié 7 parodies de Cheap Thrills de la chanteuse australienne Sia. À Riyad, ville tentaculaire, balayée par les tempêtes de sable en chantier permanent, on ne marche pas, c'est en voiture qu'on se déplace. Et jusqu'ici, les femmes étaient cantonnées au siège arrière, interdiction de prendre le volant, mais à partir du 1er juin, elles pourront se lancer seules à l'assaut des embouteillages. C'est la mesure la plus symbolique et la plus spectaculaire voulue par le prince Ben Salman. Just getting in your car and just driving down the road, with not a soul in the car, is really nice. You know, going to college, going to university, not having to, call my driver, hey, where are you? Are you eating? Are you busy? I don't have to depend on what he's doing. I could just go ahead, grab my keys, get in the car, and drive wherever I want to go get. En Arabie Saoudite, les femmes ne représentent que 22% de la population active. Mohamed Ben Salman veut leur ouvrir le monde du travail. Il vient notamment de les autoriser à monter une entreprise sans avoir à demander la permission d'un tuteur. L'ambitieux dauphin prépare l'après-pétrole. Il veut aussi attirer les investisseurs et s'est engagé dans une transformation profonde de son pays. On a toujours ce regard que nous sommes isolés du reste du monde, surtout la femme, cette créature sous son abaya noir, bien que ça ne nous gêne pas. Je crois avec ces ouvertures des visas, tous ces nouveaux règlements, oui, le regard maintenant va vraiment changer des Occidentaux sur l'Arabie. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, mais le prince réformateur a compris qu'il valait mieux imposer les changements par le haut plutôt que de donner l'impression de céder aux revendications d'une société toujours plus jeune et toujours plus...
جاء بسرعة يعني الإرادة السياسية والتغيير جاء بسرعة. مبسوطة وأحس بفخر، فخورة كثير فيهم. بس جدا حاسس بالفخر فعلا، فخور انه البلد الان انتقل لمرحلة جديدة. Des femmes non voilées en Arabie Saoudite, ces images n'auraient sans doute pas pu être tournées il y a encore quelques mois. Et encore moins dans un concert comme celui-ci à Riyad, où la musique a longtemps été interdite. C'est la première fois que je vais à un concert. C'est vraiment une super expérience, une très belle expérience. Je l'avais jamais fait. On aurait aimé que ça se produise plus tôt, qu'on organise bien avant des fêtes, des loisirs. Ces changements, ces réformes, c'est vraiment bien pour notre pays. Après des années de pratique d'un islam rigoriste, l'Arabie Saoudite prône désormais un islam plus ouvert. C'est en tout cas la volonté de Mohammed Ben Salman. En quelques mois, le prince héritier a fait souffler une brise de liberté pour les femmes. Elles peuvent aujourd'hui assister à des matchs de foot et à partir de juin prochain, elles pourront aussi conduire. La tutelle masculine a pour sa part été assouplie. Si les Saoudiennes peuvent désormais travailler sans l'accord de leur mari, elles restent assujetties à leur autorisation pour voyager à l'étranger. C'est vrai que pour l'instant, je ne lui ai pas donné l'autorisation de voyager. Mais de toute façon, elle n'a pas l'intention d'aller étudier ou se faire soigner à l'étranger. Si c'était le cas, je lui donnerais l'autorisation. C'est très facile et rapide, ça se fait sur Internet, c'est un système électronique. Certaines femmes rêvent aujourd'hui d'aller voir un film sur grand écran. Le cinéma était jusque-là interdit. Plusieurs salles sont actuellement en construction. 24 et 26 ans, études supérieures, cadre sup dans le commerce, un ton et un look très glamour. Les femmes arabes peuvent tout faire. Comme vous pouvez le voir ici à Oman, on conduit, on va à l'université, on travaille, on fait des études. Sa Majesté le Sultan Qaboos est ouvert d'esprit. Et il aime que les femmes conduisent des voitures, sortent et étudient. À Oman, nous portons la baya. Mais quand on voyage à l'étranger, en Angleterre, en Chine ou ailleurs, on porte juste un jean et un t-shirt. Donc, ici, on porte ces vêtements. C'est joli. Je m'appelle Zahra Salim, je suis blogueuse sur les réseaux sociaux. Mon rêve, c'est de créer une marque dans la mode qui porte mon nom. Aujourd'hui, j'ai ma boutique et si Dieu le veut, elle continuera et deviendra une marque portant mon nom. Comme Zahra, Tara Fares était très présente sur les réseaux sociaux. Véritable star irakienne d'Instagram avec 2,7 millions d'abonnés, modèle d'émancipation pour des millions de jeunes filles, elle a été assassinée en pleine rue à Bagdad en octobre dernier. Quand Tara Fares a été tuée, j'ai reçu ces menaces sur les médias sociaux. Par exemple, nous allons te tuer jeudi prochain. Tu es la prochaine fille. Mais nous devons continuer à vivre. Après ces menaces de mort, ayant peur pour sa famille, Zahra s'est mise en retrait quelque temps. D'autres influenceurs des réseaux sociaux irakiens ont quitté le pays, mais beaucoup sont restés.
Après la mort de Tara, j'ai été très choquée. Pendant une semaine, je suis restée à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Partir? Je me suis dit, je dois partir. Je vais mourir. Mais partir, pourquoi faire? Nous avions peur, bien sûr. Mais nous devons vivre, nous devons continuer, aussi longtemps que nous vivons, même si ce n'est que jusqu'à demain. On continue d'essayer de faire des choses parce que c'est notre vie. Il faut faire quelque chose. Qu'il repose en paix. Ces dernières années, un grand nombre de femmes sont devenues influentes dans les médias sociaux et dans tous les domaines de la vie. Beaucoup plus qu'avant. Elles ont pris beaucoup de place, revendiquant leurs droits et devenant les égales des hommes, beaucoup plus qu'avant. Et le problème, ce n'est pas ces histoires de maquillage ou de marques de produits cosmétiques. Le problème, c'est que les femmes occupent de plus en plus de terrain. Nous ne voulons pas rester immobiles, nous voulons avancer et agir. Nous, la majorité des femmes, nous voulons enrichir cette société qui nous attaque, rester face à eux jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous voulons. My name is Safana Dahlan. I am from Saudi Arabia. I'm a lawyer and a social entrepreneur, and I am a feminist. Dans ma famille, en France, je suis la seule à le porter. C'était mon choix et je suis féministe. La sexualité dévoilée. Nadia El Bouga, vous êtes sexologue, féministe. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être à vos côtés. Nous sommes fiers d'avoir marché pour ce combat qui est le nôtre. Celui de nos droits, celui de nos choix, celui de nos foi. Nous, femmes musulmanes, femmes racisées, femmes de minorités, femmes marginalisées, nous sommes réduits à un silence paradoxal. On parle toujours de nous sans jamais nous donner la parole. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et racisées en colère. Nos combats sont indissociables et font partie de notre identité. Alors soyons actrices de nos récits et reprenons la parole. Exclusion, discrimination, les femmes musulmanes, on vous dit non. Notre lutte ne s'achèvera que le jour où les femmes ne seront plus jugées, discriminées ou violentées en raison de leur genre, de leur physique, de leur orientation sexuelle, de leur origine, mais également de leurs convictions religieuses. Le problème, c'est pour trouver des solutions. Hein? Alors on va rappeler aussi quelques allégations aussi sur la femme, hein, et sur la France, car les conditions de la femme en France sont déplorables. Hein? Bien plus que dans les pays afghans, dans les pays arabes. Hein? D'accord? En France, la femme s'habille comme l'homme, ce qui est très répréhensible. C'est interdit que la femme elle s'habille comme un homme, hein, et que l'homme il s'habille comme une femme. Hein. Ça c'est la Bible, hein, qui le dit. Hein. Hein, et c'est écrit dans la loi française, la femme elle n'a pas le droit de porter de pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon c'est un habit d'homme. Hein, alors regardons les conditions de la femme en France. Les conditions de la femme en France, c'est que c'est des outrancières, hein, c'est des transgresseurs. Hein, il faut revenir à la vérité. La femme n'a pas le droit de porter de pantalon. La femme doit s'habiller comme une femme, et non comme un homme. La femme, ce n'est pas l'égal de l'homme. C'est ça la vérité. Hein? Et c'est à ça que la France, elle doit aspirer, hein, à la vérité. Et non au mensonge que soi-disant on descend d'un singe. Non mais attendez, vous allez faire croire ça à qui? Avec vos conjectures en carton, là, soi-disant scientifiques. Hein? Moi, est-ce que moi je descends d'un singe? Arrêtez de dire des conneries. Hein? Moi je suis un homme, je suis pas un singe, hein? D'accord? Et si tu veux croire n'importe quoi, hein, et qu'épuiser des scientifiques menteurs, ben crois-les, d'accord? Mais on est libre de croire ce qu'on veut, hein? On voit toute la perversité, le manque de pudeur, hein, des organisations médiatiques et autres, hein, qui nous montrent la femme en avant. C'est quoi? C'est respecter la femme de la mettre à poil pour nous présenter un yaourt, soi-disant bio, hein, et qu'on s'en fout. Est-ce qu'on va regarder le yaourt ou la femme? Hein, donc il y a bien là une manipulation aussi
des médias, hein, qui utilisent la femme comme un objet, un présentoir, hein, pour faire plus de chiffres d'affaires. Hein, et je pense que la France n'est pas dans cette optique-là. Il faut qu'elle revienne sur une optique plus morale, plus pure. Hein, faut revenir à la pudeur. Est-ce que moi, quand je sors mes enfants dans la rue, est-ce qu'on a le droit de se balader dans la rue en France sans voir une paire de fesses, sans voir une paire de seins, sans voir des gens qui sont déshabillés et qui sont nus, hein? Bien sûr que oui, on a le droit de circuler en France dans ces conditions-là, et cela, bien sûr, porte atteinte à notre liberté, à nous. D'accord? Donc on n'applique pas les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, justement, ils définissent clairement que la liberté de chacun commence à la liberté des autres. Je suis bisexuelle, je suis mariée, je suis polyamoureuse et j'ai 3 enfants. Définir le polyamour, c'est un peu à la fois simple et compliqué. En gros, c'est le fait de pouvoir s'engager, d'aimer plusieurs personnes et d'avoir des vraies relations de couple multiples. Pour plein de gens, c'est quelque chose lié à la sexualité. Et du coup, j'essaye de montrer, bah non, en fait, le polyamour, c'est 2 relations à 100% très normales. On a les mêmes problématiques. Est-ce que t'as acheté du papier toilette? J'essaye de casser le glamour de ça et le fantasme de ça. Et je pense que les gens qui ont un a priori négatif, c'est ça, c'est basé sur du fantasme. J'ai découvert le polyamour en tombant amoureuse d'une femme il y a 5 ans. J'étais déjà mariée, j'étais déjà maman. Je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Je me suis demandé si il fallait que je me lance dans cette aventure ou s'il fallait que je quitte mon mari, que j'aimais encore pourtant. Et puis on en a beaucoup parlé et j'ai décidé de vivre les 2 histoires en parallèle. On a décidé de créer nos propres règles en se respectant, en parlant. On a probablement fait des bêtises et puis on s'est séparés avec cette femme. Mais j'ai gardé le sentiment que j'étais polyamoureuse et que c'est ce que j'étais et je me sentais complète dans le polyamour. Et puis il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme et on s'est mis ensemble. Et du coup, maintenant, je suis avec 2 hommes, mon mari et mon compagnon. Mon mari n'est pas polyamoureux. Quand c'est arrivé, cette histoire de polyamour, il a vu les choses se faire. Je voulais pas le blesser. S'il avait eu mal, il me l'aurait dit. Lui-même, il avait pas envie de me brider. Et c'est ce dialogue-là, cette espèce de volonté tous les deux de se permettre de vivre et d'être heureux qui nous a permis de passer cette première épreuve de quitter la normalité, quitter la monogamie, quitter les règles aussi sociales de base. Parce que pour lui, il y a eu quand même beaucoup de questions. Au départ, j'étais avec une femme, donc c'était un peu plus facile aussi pour lui en tant qu'homme hétérosexuel d'accepter que je sois avec quelqu'un qui n'apporte pas les mêmes choses. Quand un homme est arrivé dans l'équation, on se posait plein de questions et à chaque fois on s'est toujours retrouvés, on a toujours trouvé le moyen de dialoguer et de trouver notre équilibre. C'est arrivé que lors d'événements ils se retrouvent tous les 2 là et que moi je sois pas là. Ils parlent tous comme de vrais experts de tous les voiles, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. On dit que les débats sont à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils font mal. Faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui se voile, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. You know what I freaking hate? This. This is a beautifully crafted and measured lie. They get you from really early on. Now this right here is how they want the whole world to view us. Watch this. Stereotype world. Welcome everybody to the stereotype world. That's enough. It's about time that we speak up for ourselves. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « Quiconque s'assimile à un peuple en fait partie ». Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « J'ai regardé le paradis, et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient les pauvres ».
J'ai ensuite regardé l'enfer, et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, il arrivera un temps beaucoup de ma communauté vont suivre les habitudes des incrédules. Pas à pas, au point que même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, ils vont les suivre. Quel est votre but dans ce bas monde ? Un studio, des flashs qui crépitent, nous sommes en pleine séance de shooting photo. Mais ici, tous les modèles sont voilés, les vêtements sont longs et amples, ils couvrent la totalité du corps. C'est ce que l'on appelle la mode islamique ou encore la mode pudique. Pour autant que je sache, le mouvement de mode pudique, ou essayer d'être stylé en portant le hijab, c'est une manière de dire aux gens « nous sommes comme vous ». Nous aimons la mode, nous voulons être jolis, bien habillés. Nous ne voulons pas être exclus. En Turquie, ce marché est en plein essor. À Istanbul, pour leur shopping, les fashionistas musulmanes du monde entier ont désormais l'embarras du choix. J'adore la Turquie, je viens les mains vides et je fais tous mes achats ici. Quand on y voit des femmes donc musulmanes qui font du sexe et donc c'est excitant dans le sens où elles transgressent leur religion puisqu'elles devraient normalement rester vierges jusqu'au mariage. Donc c'est ce que je trouve excitant dans le sexe. Pour pouvoir rester vierge jusqu'au mariage, elles acceptent plus facilement la sodomie. C'est quelque chose de plus cru, puis moi c'est ce que je kiffe donc. Et c'est ça qui va plus m'exciter dans ce genre de film. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit,
Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux.